Moi, je suis persuadé que ça n'a pas demandé 3 minutes. Ils sont venus et repartis par une sortie qui est condamnée en permanence. C'était le dernier endroit par lequel on aurait pu penser que des gens puissent s'introduire dans la poste. Bonsoir, on les appelait les Lyonnais, le gang des Lyonnais. Il y a 50 ans, avec l'attaque de l'hôtel des Postes de Strasbourg, ils érigeaient le braquage en grand art. Un coup inégalé, le coup du siècle. 11 millions de francs, 13 millions d'euros en 4 minutes. Un braquage sur lequel la police va se casser les dents et qui reste aujourd'hui encore, malgré les années, une espèce de chef-d'œuvre de réflexion et de minutie. Une organisation quasi militaire, des reparages qui durent des mois, des actions chronométrées et des leurres pour brouiller les pistes. C'est cette histoire que nous allons raconter ce soir dans l'heure du crime, celle de cette bande de gangsters, les Lyonnais, qui ont donné au braquage ces lettres de noblesse, ruse et intelligence. Pendant leurs 4 années d'activité, ces hommes sont restés d'authentiques fantômes, indécelables, introuvables, impossibles à surprendre en flagrant délit, malgré les moyens inédits déployés pour les interpeller. Pas moins de 35 braquages à leur actif et l'équivalent de dizaines de millions d'euros envolés en douceur. Pourquoi le gang des Lyonnais captive toujours autant nos imaginations? Peut-être parce que tout ou presque leur a réussi et qu'ils n'ont jamais été égalés ou surpassés. C'est cette question et bien d'autres que nous allons aborder ce soir dans cette heure du crime spéciale gang des Lyonnais. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Ce soir donc, heure du crime consacrée au gang des Lyonnais, équipe de braqueurs qui va entrer dans l'histoire au fil de coups déroutants et spectaculaires. Leur chef-d'œuvre se déroule à Strasbourg, à l'été 1971. Ce mercredi 30 juin 1971, vers 8h50, 5 employés de la poste de Strasbourg sont affairés dans la cour intérieure de la Banque de France. Ils chargent dans un fourgon blindé 8 sacs en toile bourrés de liasses de billets. De l'argent destiné à la paye des employés postaux, au versement de leur rente et à diverses pensions. Une somme faramineuse, plus de 11 millions de francs, l'équivalent de quelques 13 millions d'euros. 1 milliard d'anciens francs, vont bientôt s'exclamer les journaux, tant cette somme, le milliard, frappe les esprits. L'argent est déposé dans le fourgon blindé, direction l'hôtel des Postes. Cet imposant bâtiment à la façade néo-gothique est tout proche, 500 mètres à peine. Pour les parcourir, le convoi est escorté par la police. Le trajet très court se déroule sans le moindre souci. Le fourgon s'arrête rue Vannecaire et pénètre dans la poste par une entrée de service. Les sacs sont débarqués dans la cour, la police quitte les lieux. Il ne lui est pas autorisé de rester dans l'enceinte de l'administration postale, détail que connaît parfaitement une poignée d'hommes. Vers 9h05, 4 postiers poussent le chariot chargé des 8 sacs de toile contenant le magot. Ils s'avancent dans un interminable couloir au premier étage, assez mal éclairé, long d'une 50aine de mètres. Direction, le service de la caisse et la chambre forte, une pièce inviolable munie d'une impressionnante porte blindée. En poussant le chariot, les postiers ne font pas attention aux 5 ouvriers en blouse blanche, des électriciens affairés sur une ligne apparemment défectueuse. Les postiers ne vont pas aller beaucoup plus loin et n'atteindront pas la chambre forte. Les électriciens sortent des fusils cachés sous leur blouse, des gros calibres. C'est tout juste si les employés remarquent que ces hommes portent des postiches ou paraissent grimés. Tout le monde est interloqué. Un employé qui cherche à s'enfuir reçoit un coup de crosse. Le chariot est désormais poussé par les gangsters qui disparaissent au fond du couloir. Les braqueurs vont se retrouver à coup sûr coincés. Il n'y a en effet aucune issue à cet endroit-là, juste un petit escalier qui mène à une porte condamnée depuis des lustres. Ils sont dans une souricière, sauf que dans le cas présent, la porte condamnée s'ouvre en un tour de clé. Les 5 faux électriciens se retrouvent à l'air libre, rue de la Marseillaise. Une camionnette, une estafette Renault de couleur claire les attend à cet endroit précis. Les sacs sont jetés dans le véhicule, le milliard disparaît. L'estafette démarre en trombe, peu ou pas de témoins. Robert Conrad a beau être opticien, il n'a rien vu. Une jeune pharmacienne, Alice, avait bien noté quelqu'un de louche au volant du fourgon, mais elle sera incapable de fournir un portrait robot digne de ce nom. À 9h30, quand l'alarme de l'hôtel des Postes retentit, tout le monde est déjà très loin. Bonsoir Richard Chitli.
Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, correspondant du journal Le Monde à Lyon et auteur du livre qui dit tout sur le gang des Lyonnais et qui s'appelle L'histoire vraie du gang des Lyonnais et qui est paru à la Manufacture des livres. Vous êtes en direct depuis Lyon. Merci à Frédéric Perruche, notre correspondant dans la région, qui assure cette liaison téléphonique. Alors on va détailler bien sûr l'enquête qui va suivre. Elle va être d'ailleurs compliquée et mouvementée. Est-ce que, Richard Chitli, est-ce que c'est le braquage le plus gros jamais réalisé à cette époque ? À cette époque, c'est un record. Hein. Quand on dit le casse du siècle, c'est vraiment le terme approprié, par le montant et puis par la technique que vous avez résumée. C'est vraiment un coup jamais vu dans la surprise, dans l'organisation. Donc là, on est vraiment dans une nouveauté qui apparaît dans le banditisme français à ce moment-là. C'est une autre dimension, hein, c'est ça qu'on peut dire. Hein. Oui, parce que jusque-là, les casses, c'est une époque un peu charnière en France, c'est les 30 Glorieuses. Les banques, les postes sont pas tout à fait sécurisés encore à cette époque-là. Et c'est vrai que le gang des Lyonnais, c'est les premiers malfaiteurs qui vont repérer cette faiblesse dans la chaîne de transmission de l'argent. Et les premiers aussi qui s'informent de manière très précise. Hein. On va y revenir évidemment sur ces repérages, etc. et sur leurs méthodes, mais ils sont curieux de tout. Ils regardent le moins de détails. Ça, si vous voulez, on reviendra. C'est la grande marque de fabrique du gang des Lyonnais. C'est la façon de repérer pendant des semaines, des mois avant de frapper un endroit choisi. Et puis, Richard Chitli, il y a quelque chose tout de même d'étonnant presque dans cette histoire, c'est que le casse est effectué en plein jour. Ça, ma foi, ça arrive, et notamment dans les agences bancaires, mais surtout sans tirer un coup de feu. Oui, c'est un mélange d'Arsène Lupin, de Robin des Bois, cette affaire-là. C'est pour ça que ça marque les esprits. Il y a très très peu de violence, donc un coup de crosse, vous l'avez dit. Pas de coup de feu, ça dure à peine 5 minutes. Et du coup, c'est littéralement époustouflant. Alors j'ai présenté 2 témoins très rapides. Est-ce que parmi les auditions que vont faire les policiers, est-ce qu'il y a des témoins qui racontent la tête qu'avaient ces hommes, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils disent ces témoins ? Alors, ils vont entendre absolument tous les postiers. Au départ, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un dans la place qui a pu trahir l'institution. Alors, ils vont se focaliser là-dessus. Et qui plus est, Richard Chitli, il faut le dire, hein, c'est une immense poste. Il y a énormément d'employés. Ça circule toute la journée, il y a plusieurs entrées, donc c'est très difficile de surveiller cet endroit-là. Et donc c'est vrai que les policiers vont se perdre en conjecture, ils vont entendre des dizaines de témoins, et aucun témoignage ne sera susceptible de leur donner une indication précise. Pas de portrait robot, pas de plaque d'immatriculation, aucune empreinte, il n'y a rien du tout qui leur permet de tirer le fil. La fameuse camionnette, on verra, elle va être retrouvée effectivement un peu plus tard. Donc, il ne laisse rien sur place, on est d'accord. Hein. Il y a un petit détail, mais qui sera révélateur bien plus tard, à la fin de l'histoire du gang des Lyonnais. Il y a un petit sachet de Tritz. Vous savez, à l'époque, c'est ces petits sachets de noisettes, les Tritz. Alors, les jeunes générations ne connaissent pas le Tritz, mais c'était effectivement des petites noisettes friandises, enrobées de chocolat dans un paquet en papier sulfurisé, jaune, je m'en souviens très bien, puisque j'en mangeais beaucoup. Et ça a été remplacé un petit peu, on pourrait dire, par les M&M's. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, les policiers vont trouver un papier froissé de Tritz dans une serrure, dans la serrure de la porte que vous avez indiquée, la porte de sortie. Et sur le coup, ils vont mentionner ça dans un procès verbal sans comprendre l'importance de ce détail. Et c'est bien plus tard que ce détail va révéler l'identité du gang des Lyonnais. Alors ne nous dites pas tout, mais vous nous direz pourquoi ça a son importance et pourquoi c'est aussi une des marques de fabrique du gang des Lyonnais. Richard Chitli, à l'époque, cette histoire, ce braquage avec ce milliard qui frappe les imaginations, ce braquage va faire la une des journaux, je crois, et même chasser l'actualité de jour. Vous le racontez d'ailleurs dans l'histoire vraie du gang des Lyonnais, votre livre. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça frappe les esprits. Et puis, on se rend compte que c'est une équipe de voyous qui a l'air de monter en puissance. Voilà, là, il y a un pas qui est franchi. Et tout le monde se demande d'où ils viennent. Sur le coup, on n'imagine pas qu'ils viennent de Lyon. Et là, on se demande, mais qui a pu organiser un tel braquage aussi bien organisé ? C'est vraiment quelque chose qui interroge beaucoup. Bonsoir, Charles Pellegrini.
Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. On va vous donner très longuement la parole dans cette heure du crime. Je voudrais juste un petit mot tout de suite. Vous êtes l'ancien commissaire et ex-chef de l'Office de répression du banditisme, l'OCRB, et vous avez travaillé sur cette affaire. Vous étiez l'un des responsables policiers aux manettes, si je puis dire. Alors là, au tout début du braquage, évidemment, l'OCRB, qui vient tout juste d'être créé, n'est pas saisi encore, mais vous entendez parler de ce braquage. Vous avez une surprise ou vous êtes étonné par ce qui s'est passé à Lyon? Non, on est comme tout le monde un peu surpris par l'ampleur du butin, mais on se perd un peu en conjecture et on ne pense pas tout de suite. En fait, si, on met les Lyonnais parmi les auteurs potentiels, mais vraiment de façon intellectuelle, sans la moindre conviction que ça puisse être vraiment eux. Vous les placez dans la liste parce qu'il y a des équipes qui peuvent, comme on dit, faire des coups, des gros coups. Ils commencent à tenir le haut du pavé. Vous savez, c'est comme dans la guerre des gangs à Paris, etc. On pense d'abord aux plus notoires, à ceux qui ont le plus beau palmarès. Ils viennent effectivement en bonne place, ils sont sur le podium. Les braqueurs de l'hôtel des Postes ont pris le large. Impossible de les rattraper, aucun indice qui permette à ce stade de les identifier. L'enquête ne fait que commencer. Elle va mettre au jour une organisation quasi militaire. La fourgonnette qui contient les sacs du magot et les braqueurs roule pendant une quinzaine de kilomètres jusqu'au plan d'eau de la clairière des 7 Écluses à Plopsheim. Un employé du service de la navigation affirme avoir vu plusieurs hommes sortir de l'estafette et s'engouffrer avec des sacs dans 2 breaks ID Citroën. Il avait noté la présence de ces 2 véhicules dès le matin, mais il avait cru qu'il s'agissait de pêcheurs. Le fourgon est rapidement retrouvé par les policiers. Il porte de fausses plaques d'immatriculation, artisanales mais parfaitement exécutées. Peu de chances de retrouver à l'intérieur des empreintes. Les gangsters portaient des gants et sont trop professionnels pour avoir commis une telle erreur. L'estafette est vide, elle ne contient qu'un seul objet, une pièce de 1 centime. Les policiers vont devoir se résoudre à suivre les braqueurs de la Poste, comme on suit le petit poussé. Eux ne sèment pas des cailloux blancs, mais des véhicules. Au fil des heures et des jours, plusieurs autres estafettes sont retrouvées sur la route empruntée par les braqueurs. Pas moins d'une demi-douzaine de véhicules au total, tous volés dans la région de Metz, dans les mois précédant l'attaque de la Poste. Apparemment, ces gangsters préparaient leur coup depuis un bon bout de temps. Il apparaît que l'équipe a ensuite filé en direction des Vosges. Ils ont pris ici la route avec là un vieux camion citerne spécialement préparé pour le casse, aménagé pour transporter les hommes et leurs précieux butins. Il y aura encore des changements de véhicules avant que la trace des braqueurs ne soit perdue. La PJ de Strasbourg navigue à vue. Elle a vite résolu cependant le mystère de la porte condamnée qui a brutalement repris du service et a permis aux gangsters de quitter le bâtiment. Des postiers racontent qu'une semaine avant le casse du siècle, 2 serruriers se sont présentés dans les bureaux de l'administration. Ils étaient missionnés pour vérifier les serrures et éventuellement les changer. Ils ont effectivement inspecté plusieurs portes et changé celle de la porte A, la fameuse issue condamnée. Le numéro a été limé pour ne pas remonter à une quelconque serrurerie. Les postiers se souviennent que les 2 serruriers ont plaisanté avec eux et ont même essayé les clés pour être sûrs de leur bon fonctionnement. Richard Chitli, vous êtes l'auteur de l'histoire vraie du gang des Lyonnais et en direct ce soir depuis Lyon dans l'heure du crime. Alors un mot sur cette porte, j'ai envie de dire la porte du paradis parce que ça va leur permettre de partir à ce gang et de s'évanouir dans la nature. Encore fallait-il la connaître, cette fameuse porte, accéder à cette serrure, savoir qu'elle était condamnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des reconnaissances des lieux avant, fatalement. Eh bien oui, et c'est ce qui a fait toute la différence dans le cas de Strasbourg. Et pour trouver cette porte, les Lyonnais ont repéré les lieux des semaines avant. Alors évidemment, ils ont fait le repérage de l'arrivée des convois, de la prise de fonction des postiers, etc. Ça, c'est assez classique. Mais surtout, ce qu'ils ont fait la nuit, c'est qu'ils sont rentrés à l'intérieur des locaux de la Poste. À la nuit, en passant par le toit. Et en descendant en rappel par le toit, ils ont trouvé une petite lucarne ouverte et ils ont pénétré à l'intérieur des locaux. Et là, ils ont fait un plan détaillé de l'intérieur des locaux, de toutes les portes d'accès, les
couloirs, donc ils ont connu parfaitement les lieux. Et c'est à cette occasion-là qu'ils ont découvert un petit escalier qui mène effectivement à cette porte condamnée. Et c'est là que deux membres du gang, dont un que j'ai pu rencontrer, m'a bien raconté la scène. Il y a un gars qui s'appelait Pierre Porra, qu'on appelait le docteur, dans le gang des Lyonnais. Voilà. Et c'est lui qui a eu l'idée et qui a dit, mais voilà, c'est par là qu'on doit sortir. Et ensuite, ils sont allés changer la serrure dans une serrurerie. Et pour la petite histoire, Pierre Porra, qui est un vieux cambrioleur, avait même dérobé la serrure chez le serrurier. Bon, ça c'est le détail. Et si vous voulez, à partir de là, cette porte de sortie a été vraiment le sésame qui leur a permis de partir très très vite. Et ce qui a évité la confrontation avec une patrouille, avec les policiers. Et c'est ce qui a fait le génie du casse de Strasbourg en réalité, ce détail-là. Alors il faut être sacrément ingénieux déjà pour penser à aller de nuit dans une poste, etc., passer par une lucarne. Donc il y a toute une opération qui se met en place. Et puis cette serrure qui est changée, c'est tout à fait étonnant. Ça, la reconnaissance est une marque de fabrique du gang des Lyonnais. La préparation, ça. Oui, c'était de très très longues. C'est toute la différence avec le banditisme actuel, si vous voulez, qui est impulsif, qui prépare pas vraiment son affaire, qui est très violent. À l'époque, les Lyonnais, c'était des jours, des semaines, voire des mois de préparation. Ils pouvaient se déguiser dans la rue pour passer complètement incognito, avec un attaché-caisse, avec une baguette sous le bras, un béret, etc. Et ils repéraient les lieux, ils notaient tout. Et comme ça, ils avaient une connaissance parfaite de la situation. Ce qui évitait de se servir des armes. Et vous l'avez dit au début, un seul coup de feu. Oui, pas un seul coup de feu. Enfin, il y aura, on verra, on parlera d'un braquage où il y a eu quelques coups de feu. Mais c'est vrai que c'est pas dans l'esprit de ces braqueurs de sortir les fusils à pompe et d'arroser à tout va. Donc il y a eu ces reconnaissances, tout ce travail de préparation. Le but au début, Richard Gitli, c'était quoi? C'est peut-être de faire sauter tout simplement la porte blindée, classique, etc., avec de l'explosif? Oui, il y avait aussi ce qu'on appelait les perceurs de coffres dans les années 60. Donc, ils auraient pu effectivement utiliser cette technique-là, mais vraiment, dans leur conception, c'était vraiment interrompre le parcours des postiers. Voilà, pour eux, c'était avant que l'argent rentre dans le coffre-fort, il y avait possibilité de prendre les sacs et de partir très rapidement. Ouais, c'est ça. C'est surtout pas que cet argent soit emprisonné parce qu'on n'arriverait pas à le récupérer. Ouais, c'était plus compliqué, faut bien le dire. Oui, tout à fait. Avec une telle salle blindée, c'est effectivement assez compliqué. Charles Pellegrini, ex-chef de l'OCRB, l'Office de répression du banditisme, vous allez bientôt très vite et entrer dans cette enquête. D'ores et déjà, qu'est-ce qu'on peut dire, Charles Pellegrini? La police a un train de retard tout de suite là dans l'affaire? Sûrement, mais je voudrais revenir une seconde sur ce qu'a dit Gérard Gitli, qui connaît les Lyonnais 1000 fois mieux que moi. Mais si vous voulez, leur marque de fabrique, c'est vrai, c'était la préparation. D'ailleurs, les hold-up après lesquels ils ont été interpellés avaient été préparés plusieurs mois à l'avance. Mais ce casse de la Poste est quand même particulier dans leur mode d'opérer, parce qu'ils ont quand même jamais hésité à se servir de leurs armes, comme le braquage où où un convoyeur a été tué, etc. On va en parler de ce braquage. Je crois que ce qui les caractérise, c'est la minutieuse préparation de tout ce qu'ils font. Et ça, à l'époque, Charles Pellegrini, ça vous intrigue, ça vous étonne? On le constate. C'est-à-dire qu'on constate un changement de tactique. On constate une façon différente de préparer les braquages. Justement, comme on l'a dit, ce n'est plus une attaque de poste à la minute, on rentre, on braque, on sort. C'est des choses mûrement préparées. Et là, si vous voulez, on peut en parler comme mes camarades qui ont travaillé avec moi. Les écoutes que nous avons faites pendant des mois nous ont montré justement cette minutie du travail et cette préparation. C'est presque des intellectuels du braquage, j'allais dire. Oui. J'exagère un peu. En tout cas, ce sont des minutieux.
Des minutieux, Voilà. ouais, des pointilleux, des minutieux et qui ne laissent aucun détail au hasard. Charles Pellegrini, encore un mot quand même. Je vous le demandais. La police, là, on a toujours un train de retard sur les bandits, c'est bien connu. La police, le gendarme ou le policier court toujours après le bandit. Mais là, il y a un train de retard, évidemment, ils ont de l'avance, etc. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans une enquête, à ce moment de l'enquête, pour essayer de rattraper le temps perdu? Est-ce que les heures comptent double? Non, là, on est, j'allais dire, face à une énigme. D'abord, on place les Lyonnais, comme je l'ai dit, parmi d'autres potentiels, parce que en même temps, c'est pas complètement leur marque de fabrique. Après coup, on constate évidemment la technicité, la préparation, enfin tout ce que vient de dire Chiquet, mais au départ, c'est un cambriolage comme ça, c'est pas forcément eux qui braquent plutôt des supermarchés, des banques, etc. Donc, si vous voulez, on est là, on constate, et si on est perdu. C'est le cas de le dire pour Strasbourg. Pour Mulhouse, on a été particulièrement perdu au début. Vu la nature du dossier, l'exécution d'un tel coup, les gros moyens employés, il ne peut s'agir que d'une équipe ultra chevronnée, des hommes qui se connaissent et sont assez disciplinés pour marcher d'un même pas. De tels braqueurs ne courent pas les rues. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Au programme ce soir de l'heure du crime, la saga du gang des Lyonnais. Juin 1971, ils ont réussi le coup du siècle avec l'attaque de la poste de Strasbourg. Ni témoin ni indice. Seule certitude, ces braqueurs n'en étaient pas à leur coup d'essai. Les policiers savent que les gangsters ont toujours une signature. L'équipe qui a frappé à Strasbourg a manifestement laissé des traces ailleurs. En étudiant les récentes affaires, il s'avère qu'au moins un précédent braquage présente des similitudes avec le dossier de la poste de Strasbourg. Le mercredi 23 décembre 1970, 5 hommes déguisés en éboueurs ont braqué un convoi de fonds qui quittait l'hôtel des postes de Chambéry. Là aussi, les relais en voiture ont joué un rôle capital et aucun coup de feu n'a été tiré. L'organisation était parfaite et pas un centime n'a été retrouvé. 2 200 000 francs envolés. Une similitude qui va beaucoup intéresser le patron du SRPJ de Lyon, le commissaire Pierre Richard, qui pilotera bientôt les investigations, appuyé par le tout nouvel office de la police parisienne, l'Office central de répression du banditisme, l'OCRB, dirigé par le commissaire Charles Pellegrini. La bande qui opère ainsi, et qui va finalement être baptisée le gang des Lyonnais, a beaucoup de méthodes, une stratégie de repli et de fuite inégalée, ne laisse rien au hasard et passe des mois à effectuer des repérages. Les braqueurs continuent ainsi à sévir. Des attaques plus ou moins importantes, essentiellement contre des établissements bancaires de la région lyonnaise et sur la façade Est, Lagnieu, Roanne, Bourg-en-Bresse, Dole, Vienne. Malgré ces coups à répétition, les braqueurs parviennent toujours à échapper à la police. Le samedi 5 février 1972, ils sont 4 à attaquer des convoyeurs venus chercher la recette de l'hypermarché Carrefour à Vénissieux. C'est la seule fois où des coups de feu sont échangés. L'un des convoyeurs est tué, l'un des braqueurs blessé. Le samedi 28 octobre, les malfaiteurs rééditent le coup magistral de l'hôtel des postes de Strasbourg, cette fois dans la ville alsacienne voisine de Mulhouse. Butin identique, environ 11 millions de francs, 13 millions d'euros, ponctionnés cette fois dans les coffres de l'établissement. Ce gang des Lyonnais est en passe de devenir le cauchemar des services d'enquête. Richard Chitli, auteur du livre L'histoire vraie du gang des Lyonnais et grand spécialiste de cette bande de braqueurs, il y a un mot qui revient chez les Lyonnais, c'est la cavale. Alors expliquez-nous ce que ça signifie dans leur jargon, la cavale. Oui, ça c'est une autre marque de fabrique extraordinaire. Juste une toute petite précision. Dans l'affaire de Vénissieux, le convoyeur est blessé. Le convoyeur est blessé, pardon. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Et Charles Pellegrini a fait la petite erreur tout à l'heure, mais c'est important de le préciser. Absolument, je croyais que finalement on l'avait donné pour mort. C'est pour ça. Non, mais peu de temps après, il y a eu d'autres affaires lyonnaises où il y a eu des morts. Cela dit, c'est une bonne rectification. Vous avez raison. Ouais, mais je retire pas la violence. Évidemment.
gangsters, on est dans un monde violent. Et là, le sang a coulé pour la première fois à Vénissieux, c'est vrai. Et ça va vraiment commencer à mettre la police sur la piste. Et pour répondre à votre question, la cavale. Ah là, mais oui. Alors, moi, je trouve que c'est encore plus fort que les repérages dont on parlait tout à l'heure. Alors, allez-y. Les cavales, ça consiste à repérer, cette fois, les points de fuite. C'est-à-dire que pendant des semaines, là encore, les gangsters, les Lyonnais, vont, carte d'état-major en main, repérer toutes les routes, les petites routes, et notamment les routes qui évitent les gendarmeries des villages, qui évitent les carrefours, pour arriver à repartir d'un braquage sans croiser une seule patrouille de gendarmerie. Et donc ces cavales vont leur permettre en permanence de passer à travers les mailles du filet. Et c'est pour ça que pendant 4 ans, la police va traquer ce gang sans jamais parvenir à l'attraper, parce qu'ils auront réussi à établir leur plan de fuite dans la minutie la plus totale. Voilà. Et ça, c'est une marque de fabrique extraordinaire qu'on ne retrouve pas dans le banditisme en réalité. Oui, ils glissent entre les mains des policiers presque comme des poissons, j'allais dire. On ne peut pas les rattraper. Et il y a un petit mot tout de même, Richard Chitli, c'est que dans ces cavales, alors qui est un système tout de même extraordinaire et très élaboré, il y a toute cette série de véhicules. Alors ça, c'est fascinant, parce qu'il y a presque des véhicules qui sont déposés à des points de chute chaque fois. Oui, c'est ce qu'on appelle les véhicules relais. Et alors après, ça a beaucoup été utilisé par les braqueurs, et effectivement, ça permet de changer de véhicule pour ne pas se faire repérer. Des fois, qu'un témoin ait noté une plaque d'immatriculation, donné un signalement, ça permet de passer inaperçu. Et encore une fois, les cavales, il faut s'imaginer, c'est un peu comme les pilotes de rallye, si vous voulez. Vous avez le pilote et un copilote avec un carnet dans la main. Et donc là, vous aviez le copilote qui était un gangster et qui notait toutes les routes sur les cartes, qui faisait des petits ronds. Et ça a été retrouvé, ça, dans les perquisitions. On voit des cartes avec des petits cercles à éviter, les carrefours, les gendarmeries. Incroyable. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais revu dans le banditisme. Tout à fait. Charles Pellegrini, vous êtes également notre invité ce soir dans l'heure du crime et au téléphone de l'heure du crime. À ce moment-là, quand il y a cette série de braquages, et puis l'affaire de Vénissieux, là où le sang effectivement va couler, vous vous dites quoi? On a affaire à qui? Comment vous travaillez là, à ce moment-là dans la police? Alors, juste 2 petites précisions. Le patron de l'OCRB à l'époque, c'était Le Bruchec, et moi j'étais le patron des groupes opérationnels, c'est-à-dire sur le terrain. D'accord. Deuxièmement, je reviendrai, si vous me donnez la parole 2 minutes, sur cette histoire des cartes, parce que je les ai eues en main, et c'est assez extraordinaire. Alors allez-y. Simplement, au bout d'un moment, on n'est quand même pas resté impuissant. Commissaire Richard a eu un informateur qui a commencé à lui cerner un petit peu la typographie, la toponymie de la bande, et moi, j'avais un informateur parisien qui, à un moment, m'a informé petit à petit et par bribes. Vous savez, c'est pas venu comme un bouquin. Et j'ai même eu le plaisir de conduire la voiture de Momon Vidal pendant qu'il faisait quelque chose à Paris. L'informateur m'a dit: tu veux conduire la voiture de Momon? Ok, je l'ai conduite. Momon dont on va parler effectivement un peu plus tard dans l'heure du crime. À ce moment-là, on commence quand même à ne plus être dans le noir absolu. On commence à identifier quelques bons hommes. On commence à travailler et à monter quelques filatures, quelques écoutes qui vont mettre du temps à produire, mais qui finiront par produire. Il y a une bonne entente. Vous travaillez effectivement avec le SRPJ de Lyon, là, le commissaire Richard. Ça se passe bien. C'est parce que c'est pas facile quand les Parisiens viennent sortent de leur territoire. C'est toujours compliqué. Oui, c'est vrai d'habitude, mais ça se passe très bien pour 2 raisons. D'abord, Richard, il a une autorité qu'on ne conteste pas. C'est colonel de Marines qui fait marcher tout le monde au canon. Et deuxièmement, avant d'être à l'OCRV, j'étais chef du groupe de répression du banditisme de Lyon, où j'avais déjà commencé à travailler un petit peu sur le dossier, de sorte que je l'ai repris en tant que Parisien après. Oui, c'est ça. Donc vous connaissiez déjà les tenants et les aboutissants, l'environnement lyonnais. Oui, tout à fait. Richard Chitli, on a cité Vénissieux, donc un convoyeur gravement blessé, un malfaiteur aussi qui a été blessé, mais on ne sait pas encore qui c'est, mais on le saura un peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé à Vénissieux? Ça s'est mal passé? À Vénissieux, c'est vrai que à l'intérieur de la bande, si vous voulez, c'est déjà des dissensions qui commencent à apparaître.
Et vous avez un personnage, on peut le dire tout de suite si vous voulez, c'est celui qui est blessé, Johanny Chavel, pousse les autres, parce qu'il a besoin d'argent, pousse les autres à aller un peu trop vite, si vous voulez. Et c'est pour ça que la technique habituelle qui consistait à repérer, à partir selon des itinéraires préparés, a été bousculée à Vénissieux. Résultat, ils ont été confrontés, ils sont allés trop vite, ils ont été confrontés aux convoyeurs et ils ont tiré. Voilà. Et c'est le signal du début d'une dissension et qui va tourner dans une sorte de guerre fratricide au sein du gang des Lyonnais. C'est un peu le début de la fin, Vénissieux. Ça commence à basculer. Des mésententes, des indicateurs, des balances. La chance va effectivement tourner pour le gang des Lyonnais. Après 2 ans d'intense activité, le voile va commencer à se déchirer sur cette équipe et les hommes qui la composent. Dimanche 6 février 1972, au lendemain du braquage de la recette du carrefour de Vénissieux, attaque qui a donné lieu à un échange de coups de feu, une patrouille de gendarmerie circule sur un chemin de campagne près de Dessines, une banlieue lyonnaise. Ils aperçoivent des hommes en train de transborder des colis d'une BMW dans une estafette. Le temps que la patrouille arrive, l'estafette a déguerpi. Le conducteur de la BMW est interpellé. Un homme brun, trapu, âgé de 27 ans et qui s'appelle Edmond Vidal, surnommé Momon ou Yeux Bleus. C'est un ferrailleur du coin, un homme issu de la communauté des gens du voyage. Il dit n'avoir pas fait attention à l'estafette, il dormait. Il est relâché. Sa fiche de police indique qu'il a déjà eu affaire à la justice et qu'il est lié à un certain Jean-Pierre Gandebeuf, dit Christo. Le SRPJ de Lyon est informé de cet incident. Momon est donc placé sur écoute. Même si les policiers sont encore bien loin de leur cible, les indices parlent. Les langues commencent à se délier. Peu à peu apparaissent des connexions entre les uns et les autres. Un informateur explique que Momon Vidal et un certain Pierre Zakarian sont derrière le braquage de Vénissieux. D'autres noms sont rapportés au commissaire Lutz du SRPJ de Strasbourg. Au fil des mois, vont ainsi apparaître une douzaine de noms qui pourraient composer le fameux gang des Lyonnais, à croire que certains de ces suspects sont toutefois moins discrets que d'autres. Des informations remontent sur le luxueux train de vie de certains d'entre eux. Ils semblent vivre au-dessus de leurs moyens, habitués des bonnes tables de la région lyonnaise, sortant en discothèque, fréquentant les salles de jeu, notamment le casino de Charbonnières-les-Bains. L'un de ces personnages aurait acquis un chalet à Chamonix. Un autre, Johnny Chavel, dit Gros Jeannot, a même acheté le château de Fléchères. Il y donne des réceptions et des fêtes privées fastueuses. Il ne va pas profiter très longtemps de son château. Le 18 octobre 1973, il disparaît. Son corps ne sera jamais retrouvé. Richard Chitli, auteur de l'histoire vraie du gang des Lyonnais, est grand spécialiste de ce gang. Alors là, évidemment, le rideau, j'ai envie de dire, se déchire. On commence à voir les figures, les personnages, ces silhouettes qui commencent à apparaître. Alors, allez-y, qui sont ces hommes ? Vous avez raison, c'est les informateurs ont commencé à parler et la police a petit à petit reconstitué le puzzle, a établi une liste de suspects et effectivement, ils vont avoir une idée assez précise des personnages qui composent ce gang. Et en réalité, il y a 2 types de personnages. Il y a ceux qui ont commencé, qui sont à l'origine du gang. Les historiques. Les historiques et qui ont un profil assez particulier, qui sont très liés, et c'est là qu'il faut parler un petit peu du contexte politique de l'époque. Ça reflète vraiment, c'est la fin des années 60, la période de la guerre d'Algérie sortante, voilà. Et ces gars-là sont très très liés avec le service d'action civique. Vous savez, le SAC, c'est cette police parallèle du pouvoir gaulliste qui a été mêlée à des actions, à des opérations clandestines et qui puisait dans le vivier des malfaiteurs pour ces opérations. Et on trouve donc à l'origine du gang des personnages. Vous avez cité Johanny Chavel, qui a fait la guerre d'Algérie, qui a appartenu au SAC, et aussi celui qu'on appelait le parrain de Lyon à l'époque, quelqu'un qui s'appelle Jeannot Auger. Alors, Jeannot Auger, on va s'arrêter tout de suite sur Jeannot Auger, parce que vous en parlez, je comptais vous poser la question, mais alors lui, j'ai presque envie de dire, c'est le fondateur du gang des Lyonnais, c'est quelqu'un de très important. Qui est-il, ce Jean Auger, Jeannot Auger ? Jeannot Auger, alors c'est quelqu'un qui a un parcours
tout à fait atypique, extraordinaire, quelqu'un qui a fait un peu de résistance, mais au bon moment, qui avant était collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui ensuite, toute sa vie, a navigué comme ça, entre deux eaux, et a noué des contacts, à la fois dans le milieu, et dans le milieu politique. Et il a toujours été à l'intersection de ces deux mondes-là, et à force, il a eu une autorité très très forte sur le banditisme lyonnais, et on a pu considérer que c'était vraiment le parrain de Lyon à la fin des années 60, début des années 70. Et c'est lui qui va impulser la création du gang des Lyonnais, avec des renseignements dont il dispose, qui viennent directement de services d'État qui sont aussi infiltrés par le SAC. Voilà. Il a des informations privilégiées, Jeannot Roger. Exactement. Non seulement il a des informations privilégiées qui permettent de repérer certains bureaux de poste un peu fragiles, les bonnes dates. Vous avez parlé de la paye des postiers de Strasbourg. Il fallait savoir que c'était le bon jour. Et Jeannot Auger, lui, a des informations de ce type-là. Alors, il a les informations et ensuite, il redistribue une partie des butins pour les gangsters qui ont participé et une partie pour le financement parapolitique, politique de l'époque. On est à des années-lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut s'imaginer un monde où, dans les meetings politiques, les gros bras, les services d'ordre, ce sont les voyous fichés au grand banditisme. Oui, donc effectivement, oui. Les casiers judiciaires sont importants dans les meetings politiques à cette époque. Charles Pellegrini, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, commissaire Pellegrini. Quelle photo vous avez à l'époque de ce gang des Lyonnais qui commence à se dessiner là? Vous aviez parlé de vos informateurs, ils sont très actifs. Oui, on commence à avoir un peu... il y a les cerveaux, entre guillemets, et les exécutants, les cerveaux étant Pierre Pourrat et Auger, en tout cas, pas deux cerveaux. Il y a Pierre Pourrat qui est un peu le conseiller stratégique, et il y a Johnny Chavel qui est un peu le patron des opérations. C'est le chef du service action. Et au niveau de Johnny Chavel, une anecdote marrante, il a payé son château de la Fléchette avec un sac de billets de banque en petite coupure, et ça n'a pas ému le notaire, pas du tout. Non, je pense qu'à l'époque, le notaire a pris le sac de billets sans trop regarder la provenance. Voilà, exactement. Même si apparemment il a mal fini, ce Johnny Chavel, mais on en reparlera. Oui, parce qu'à un moment, il a été trop visible, et je pense, on n'a jamais su que ce sont ses petits camarades qui l'ont fait disparaître. Mais pour revenir, on sent bien que Momon Vidal, quand même, représente un peu une tête de pont. Il a un charisme particulier, il a une prestance, c'est un beau garçon, il a de l'autorité, et toute la bande, enfin je parle sous le contrôle de Chicli là, parce que je vous dis encore une fois, c'est lui le connaisseur du dossier. Il vous écoute. Tous les autres sont un peu autour de lui, c'est une galaxie dont il est quand même le centre, l'étoile principale. Et de l'autre côté, bien entendu, il y a Auger, qui lui, je ne sais pas si, alors, franchement, je ne le sais pas, s'il a été vraiment le chef du gang. Dans mon esprit, c'est l'inspirateur. Le gang des Lyonnais, c'était ses sous-traitants. Oui, c'est un inspirateur, je pense. C'est une personnalité qui est un petit peu au-dessus. Richard Chitli, un mot sur ce que dit Charles Pellegrini, qui est très intéressant, et notamment sur la personnalité de Momon Vidal, qui va prendre du poids au sein de ce gang des Lyonnais. Oui, non seulement il va prendre du poids, mais il va prendre le pouvoir en réalité. Alors, j'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu le mai 68 dans le banditisme. C'est-à-dire qu'on a une jeune génération, c'est Edmond Vidal que vient d'écrire le commissaire Pellegrini, qui est une génération issue, alors on n'appelle pas ça les banlieues à l'époque, la Dessine, la périphérie lyonnaise, ce sont des jeunes gens, Vidal c'est la communauté gitane, très forte, très soudée, il y a aussi une communauté arménienne à Dessine qui est très forte, avec une industrie qui a fait venir une génération d'Arméniens, et ces jeunes gens vont vivre à la dure dans la rue, ils vont faire leur premier cambriolage ensemble, et il va y avoir une forme de confiance totale qui va s'établir entre eux. Et quand ils vont un petit peu participer au gang du Lyonnais, du gang des Lyonnais, ils vont être très très surpris par le contexte politique que je vous décrivais tout à l'heure. Et ils vont pas être du tout d'accord pour partager le butin. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les discours anticommunistes de Chavel, le SAC, ils s'en foutent complètement. Et si vous voulez, au bout d'un moment, ça va vraiment créer de très très fortes tensions. Et on a parlé de Chavel tout à l'heure, qui a acheté son château en liquide, qui a même fait faire pour l'inaugurer le buffet à Paul Bocuse, si vous voulez. Donc c'était quand même le train de vie très spectaculaire. Et Chavel, petit détail,
très important, c'est celui qui a été blessé au moment du casse de Vénissieux. Vous savez, le carrefour de Vénissieux dont on a parlé. Et du coup, sa blessure et sa cicatrice devenaient même compromettantes en cas d'arrestation. Autant de raisons qui font que Chavel est rentré dans le collimateur et qu'il a été très probablement exécuté par les plus jeunes, parce que lui-même ne tolérait plus un petit peu leur révolte, leur façon de contester l'autorité, quoi. Un juge de Lyon, le juge François Renaud, dit le shérif, va ouvrir le 20 mars 1974 une information judiciaire pour association de malfaiteurs. La police va désormais employer les grands moyens pour neutraliser le gang des Lyonnais et les conduire devant un tribunal. Le 29 novembre 1974, le plan Chacal, destiné à en finir avec les Lyonnais, est lancé. Il va être rapidement opérationnel. Le commissaire Richard est le patron d'une opération appuyée par l'OCRB de Charles Pellegrini. On ne lésine pas sur les moyens. 118 fonctionnaires sont mobilisés. Le but est de poster des hommes sur chaque point où les braqueurs pourraient frapper. Des indices ont donné des informations sur de possibles attaques. Des cartes Michelin annotées ont été découvertes, photographiées chez les suspects. La police va toutefois attendre 3 semaines sans voir bouger une oreille des Lyonnais. Les braqueurs vont dans la foulée frapper à 2 reprises dans le Nord. Pas de flagrant délit, mais cette fois, suffisamment de preuves réunies pour les accuser d'association de malfaiteurs. Une trentaine d'arrestations sont programmées le 19 décembre 1974, au premier rang desquelles celle de Momon Vidal, alors chef présumé du gang. Cette fois, les Lyonnais viennent de tomber. Le 18 juin 1977, 16 membres présumés du gang des Lyonnais comparaissent devant la cour d'assises de Lyon. Les peines s'échelonnent entre 5 et 15 ans de prison, 10 ans pour Momon Vidal qui sortira en 1982 pour ensuite, comme on dit, se ranger des voitures, ouvrir un magasin et publier un jour son autobiographie. La plus lourde peine pour l'un des membres historiques de la bande est pour Jean-Pierre Gandebeuf, dit Christo. 12 ans, une douzaine de hold-up retenus par la cour d'assises, mais pas celui de l'hôtel des Postes de Strasbourg, dont les auteurs demeurent officiellement, aujourd'hui encore, inconnus. Charles Pellegrini, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, vous êtes aux commandes avec le commissaire Richard à l'époque de cette fameuse opération Chacal. Tout était prêt pour les coincer, ces Lyonnais. Mais vous savez, c'est le destin. D'abord, c'était Richard qui était aux commandes. Bon, mais on avait découvert, comme vous dites, de façon tout à fait légale, bien sûr, les cartes Michelin sur lesquelles il y avait les itinéraires, et nous les attendions à un endroit précis. C'était l'apocalypse, les herses, les fusils mitrailleurs et tout. Et le destin fait que, au bout d'un moment, les Lyonnais qui avaient braqué à Lille se sont aperçus qu'ils étaient tranquilles, que personne ne les suivait. Ils ont abandonné leur plan initial de prendre les itinéraires balisés jusqu'au domicile et ils sont rentrés par l'autoroute. Et de sorte que nous nous sommes trouvés, je n'ai pas dire le mot, il est un peu vulgaire, gros gens comme devant. Le bec dans l'eau. Le bec dans l'eau, voilà. Quand nos sonnettes nous ont informé que les malfaiteurs étaient rentrés tranquillou au domicile alors qu'on les attendait encore sur la route. Et ensuite, vous allez finalement les coincer de façon tout à fait judiciaire et presque juridique avec cette incrimination, l'association de malfaiteurs, c'est ça ? Oui, mais on a quand même, il y a un des inspecteurs on a quand même fait des perquisitions, examiné tous les documents, et grâce à un ticket EDF, on a trouvé la planque dans laquelle se trouvait le butin. Parce que c'est ça quand même qui a, disons, alimenté les condamnations et fait que ce travail n'a pas été inutile. Oui, c'est ça. Vous aviez les preuves, vraiment réuni les preuves pour pouvoir arrêter tout le monde. Charles Pellegrini, quand vous les arrêtez, ces hommes-là, Momon Vidal, etc., et tous les autres, quelle est leur attitude ? Alors, moi, je sais, j'ai arrêté Momon Vidal. Et là, on fait un parallèle avec le film où ils descendent, ils sortent les gens brutalement des caravanes et tout. L'arrestation de Momon Vidal s'est passée de façon absolument classique. Je l'attendais quand il est sorti de son domicile. J'ai braqué, j'ai dit haut les mains, il a levé les mains et voilà. C'est d'une banalité écœurante. Mais je voudrais quand même dire un tout petit mot sur les rapports politiques-banditisme. Si, c'est vrai, il y avait une certaine porosité entre certains membres de la police lyonnaise et le SAC, ce n'était pas le cas de l'APJ. Que ce soit Richard ou moi-même ou d'autres, nous avons fait des descentes
dans des endroits tenus par le SAC et nous avons même contribué à une affaire, l'affaire Charret que tout le monde connaît. Donc, si vous voulez, nous, je ne dis pas que nous étions des incorruptibles, il ne faut pas exagérer, mais nous étions complètement étanches par rapport à ces pressions politiques diverses. Mais c'est bien, Charles Pellegrini, vous défendez la maison PJ, c'est tout à fait louable de votre part. Richard Chitli, vous nous avez parlé au tout début, moi j'ai pas perdu le fil dans cette histoire, vous nous avez parlé à tout début de ce petit papier, ce petit sachet de confiserie, les Tritz qui avaient été posés dans la serrure. Alors dites-nous maintenant, pourquoi voilà. Et pourquoi ? Parce qu'un informateur du commissaire Pierre Richard dont on a parlé, un informateur va dire ah mais moi je suis sûr que c'est les Lyonnais qui ont fait Strasbourg, ils m'ont dit qu'ils avaient volé une camionnette d'un boulanger et pendant tout le trajet ils ont mangé des pâtisseries et des Tritz. Et là, ça fait tilt. Ça fait tilt. Et le commissaire Richard, mais bon Dieu, un paquet de Tritz dans la serrure de Strasbourg, ça fait le lien avec l'information que donne cet indicateur. Voilà. Et c'est comme ça que le lien a été fait. Mais c'est un lien, comme vous l'avez dit, qui a toujours été théorique parce que officiellement, judiciairement, le cas de Strasbourg n'a jamais été élucidé. Oui, alors un mot là-dessus, Richard Chitli. Pourquoi on ne relie pas le gang des Lyonnais à l'hôtel des Postes, alors que c'est évident? C'est évident après coup, quand on refait l'histoire. Mais c'est jusqu'à une date très très récente. C'est quand Olivier Marchal va préparer son film, on va ressortir un peu l'autobiographie d'Edmond Vidal dont vous avez parlé. Les langues vont se délier parce qu'on est bien au-delà de la prescription pénale. Et donc on va apprendre par la voix même des acteurs de ce casse qu'effectivement ce sont les Lyonnais, comme le casse de Mulhouse a été aussi celui des Lyonnais. Mais ça, on l'apprend vraiment très très tard. À l'époque, la police a ce petit indice, elle a une conviction policière, si vous voulez. Mais à la cour d'assises dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas du tout le cas de Strasbourg dans le verdict. C'est incroyable. Il n'y a aucune preuve, le butin n'est pas retrouvé, il n'y a pas de trace à part ce petit sachet, mais c'est quand même un peu léger aux assises. Alors que c'est leur Joconde, finalement, au gang des Lyonnais, ce cas de Strasbourg. Pour imager un petit peu l'histoire. Richard Chitli, que sont-ils devenus, ces Lyonnais ? On ne va pas les prendre tous, évidemment, il y a une vingtaine de personnages. Mais si vous voulez, ce qui est extraordinaire, moi, quand j'ai travaillé sur cette affaire-là pour le livre, c'est une galerie de personnalités complètement atypiques, aussi fortes les unes que les autres. Alors, il y en a qui ont mal tourné après, qui ont continué à exercer dans le banditisme, qui est un milieu quand même très dangereux, qui ont fait du proxénétisme, certains ont touché un petit peu au trafic de drogue, et du coup, ça leur a pas porté chance, et il y a eu beaucoup de morts, en réalité. Il y a eu beaucoup de morts. Charles Pellegrini, vraiment un mot, en quoi cette affaire du gang des Lyonnais est toujours emblématique aujourd'hui, autant d'années après? Eh bien, pour tout ce qu'on vient de raconter. Juste le dernier mot, j'ai gardé, moi, des relations avec Momon Vidal, un peu des relations d'anciens combattants, vous voyez. De respect, en tout cas mutuel. Voilà. Richard Chitli, je vous pose exactement la même question. En quoi c'est un gang emblématique? Et là, 2-3 mots, on arrive au bout de l'émission. C'est ce qu'on a dit, c'est cette façon de repérer avec une intelligence hors norme, une patience et surtout une entente qui a jamais été égalée dans l'histoire du banditisme. C'est ça qui fait la marque du gang des Lyonnais. Merci beaucoup Richard Chitli et Charles Pellegrini d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir le gang des Lyonnais, une équipe de braqueurs devenue mythique, même s'il faut se méfier des mythes en matière de crime. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime. Je vous retrouve lundi dans l'heure du crime. L'affaire Sophie Toscan du Plantier, reste-t-il une chance de connaître enfin la vérité? Belle soirée après les infos bonus track, Éric Jean-Jean.